Bien, nous reprenons donc cette idée défendue juste un petit peu plus tard, cette hypothèse qu'on essaye de formaliser euh, pour définir la mondialisation comme exercice, et avec cette question quand même en suspens qui est centrale ici, qui est de savoir comment on pourrait du coup démondialiser. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, si on prend un exemple très simple sur la décroissance, on a on peut imaginer que la décroissance nous offre un imaginaire global, général, macro, un récit hein, qui est relativement aujourd'hui, je pense, factuel par rapport à ce qui arrive. Et cependant, la décroissance va englober un certain nombre de schémas qui vont permettre à celle-ci de se réaliser. Et cette décroissance, il faut qu'elle soit divisée en plusieurs actions de déconstruction, désassemblage, dislocation. L'exemple qu'on donnait, c'était la mondialisation. Donc ici, la question est de savoir comment on va démondialiser cette mondialisation. Et vu que le container est un agent en termes de design, est un actant, un objet qui a permis de réaliser cette fabuleuse chaîne interminable d'actants qu'est la mondialisation ou la supply chain dans sa figure managériale, il faudrait imaginer ce même type de puissance dans l'activité de design, mais cette fois-ci qui va aller à l'envers, c'est-à-dire qui va déconstruire ce qui a été construit. Donc, quel est le design de cette démondialisation? Donc, pour bien modéliser l'enjeu, il faut imaginer que dans ce que j'ai représenté ici, ce réseau d'actants, cette supply chain modélisée ici par ces arcs et ces réseaux, sont beaucoup plus grands en termes de taille d'infrastructure, en termes de projection vis-à-vis des capacités que la Terre peut résorber d'un point de vue écologique. Et donc, il y a cette déconnexion, cette deuxième Terre dont parle Bruno Latour, notamment dans son livre Où atterrir, cette Terre qui est un hors-sol, en fait. Et on voit bien dans cette image que c'est un hors-sol. Et donc, il faut imaginer l'action qui va rapetisser euh, ce globe infrastructural, ce globe logistique dans les limites planétaires, donc migrer du globe gauche vers le globe où il y aurait une correspondance un peu plus logique avec les ressources de la Terre à droite. Dans l'œuvre de Bruno Latour, mais aussi dans l'œuvre de Michel Calon, dans l'œuvre de tous les acteurs, de tous les universitaires qui ont travaillé sur ces réseaux d'acteurs humains et non humains, il y a une idée qui est bien résumée par Bruno Latour à la fin de son livre Enquête sur les modes d'existence, que finalement l'économie, le monde des organisations, des infrastructures, serait une longue concaténation de type euh, il fait l'analogie avec les structures protéiniques, notamment, en disant, voilà, par exemple, ici à gauche, vous avez des chaînes de humains et non humains qui vont faire tenir une infrastructure quelconque. Et dans le cas de la supply chain, on peut imaginer une énormissime chaîne, euh, une énormissime concaténation de réseaux humains et non humains qui vont s'assembler, qui vont s'attacher les uns aux autres, et qui vont faire tenir ce qu'on appellerait la mondialisation. Une mondialisation, du coup, beaucoup plus matérielle, beaucoup plus palpable, faite de supply chain, de lean management, de concaténation entre différentes formes logistiques de par le monde, etc., etc. Et donc, cette pensée de l'acteur réseau est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui est derrière la matérialité du monde, ce qui fait tenir nos institutions, ce qui fait tenir notre vie collective, en quelque sorte, pour nous les modernes. Et cependant, elle a été essentiellement dirigée vers une notion qui était celle de l'innovation,
celle de ce qui fait faire, ce qui produit les choses, ce qui fabrique les choses. Il y a eu beaucoup d'articles dans la NT reprenant cette formule, la fabrique de quelque chose, la fabrique de telle institution, la fabrique de telle innovation, la fabrique de telle découverte, et ainsi de suite, pour bien montrer qu'il y a quelque chose derrière la boîte noire de la technologie, et que cet arrière est une écologie en fait, une écologie où vont se concaténer, s'assembler, s'attacher des humains et des non-humains. Nous, ce qu'on fait, c'est provoquer une torsion pour dire il y a un versant qui finalement a été peu exploré, qui est une sorte de dark ANT, d'ANT à l'envers ou à rebours, et dans laquelle le but ne serait pas de penser ce qui fait tenir l'innovation, mais de penser ce qui ne fait plus tenir l'innovation. Donc c'est quelque chose qui est à rebours et qui n'est pas isotope. Et donc là, il faudrait imaginer quelles sont les actions, et en l'occurrence ici de design, mais aussi d'ingénierie, de décision en termes de pilotage également, qui peuvent casser en fait les réseaux d'humains et de non-humains et permettre justement la dislocation. Ici, le concept phare est celui de disloquer le réseau. Et cette dislocation de réseau entre humains et non-humains permettrait de rapetisser cet hors-sol terrien, cet hors-sol d'infrastructures capitalistes, et le ramener sur Terre, le ramener à des échelles beaucoup plus cohérentes vis-à-vis des limites planétaires. Et donc cette d'escalarité est intéressante parce qu'elle est vraiment au rebours de ce que justement a permis le container. Donc chaque petite intervention du design pourrait être imaginée de reverse design, d'un design de la redirection écologique, pourrait intervenir pour disloquer justement ces chaînes protéiques, comme le dit Bruno Latour, pour justement faire atterrir ces choses-là. Donc il y a une vraie, il y a un vrai enjeu ingénierial aussi qui accompagne justement tous les protocoles démocratiques de décision collective sur ce à quoi nous tenons, ce à quoi nous devons renoncer, et qui est le propos qu'on va avoir dans la deuxième partie. Euh, alors, plusieurs exemples qui sont donnés, hein, que je peux donner. Et le premier exemple qui me vient à l'esprit est celui d'un design populaire, une sorte de sabotage d'un sud épistémique qui est ici, en fait, vous pouvez le voir, appliqué au domaine de la pêche. Vous savez qu'un des gros enjeux écologiques aujourd'hui, c'est celui de la pêche et de la subsistance de certaines espèces et bien sûr la disparition des écosystèmes marins, l'effondrement de la disponibilité des ressources euh, océaniques, etc. Et donc, un des enjeux phares est de savoir comment on pourrait arrêter cette extraction, cette fabuleuse, encore une fois, industrie, fabuleuse au sens de terrifiante, mais en même temps euh, ultra efficace, efficiente, avec intégrée à cette chaîne logistique du monde, à cette chaîne euh, de la mondialisation qu'on a essayé de modéliser tout à l'heure, et qui est donc la pêche en chalutier. La pêche euh, avec des chalutiers est un enjeu phare et justement il y a eu deux réactions à cette pêche en chalutier, deux réactions qui sont différentes en termes de design, vous comprendrez, et qui permettent de bien montrer un peu à quoi pourrait servir le design. Alors bien évidemment, le design, comment il pourrait intervenir ici? Le design peut intervenir d'abord, effectivement, pour essayer de trouver des solutions en termes de sauvegarde des écosystèmes. Un design durable, un design qui va s'appliquer au non-humain, qui va protéger le non-humain. Et c'est la première série de photographies qui sont au milieu. Là, en haut, vous avez juste un schéma de euh, comment agit le chalut. Le chalut, bah, c'est deux panneaux, deux axes, ou en tout cas deux, deux axes fondamentaux qui vont, ça peut être deux bateaux, mais ça peut être un seul même bateau, qui vont permettre de, comme ça, aller pêcher
des masses assez invraisemblables de ressources, de poissons, et qui vont être prises dans les filets, les grands filets de ces chaluts, qui sont en plus des filets très lourds et qui vont jusqu'au fond de l'océan ou des espaces marins et qui vont voilà, ratisser très très large. Et donc la première réaction en termes de design, c'est de construire des petits îlots, des petits éléments qui permettent de protéger les espaces marins. C'est ce qui se passe par exemple en Méditerranée. Vous avez un gros programme d'ingénierie de soutien aux ressources maritimes et qui permettent de protéger, parce que les petits poissons, vous voyez, vont se loger dans ces enceintes en béton elles vont être protégées justement de la pêche, de la surpêche et de la pêche au chalut, quoi. Et, alors bien évidemment, c'est un design qui est intéressant, ce qui a été reporté par des scientifiques qui ont analysé cette question-là, et ils ont démontré en fait que ça permettait effectivement d'améliorer les écosystèmes proches des côtes, parce que de toute façon les chaluts ne pouvaient pas y aller, parce que sinon effectivement les petits poissons étaient protégés, mais, euh, mais ça n'a pas suffi parce que justement les chaluts dans tous les cas ils sont un petit peu plus loin, et voire même ça permettait finalement à la surpêche non en chalut de ne pas se faire près des côtes, et ce qui permettait d'avoir des poissons plus grands qui ensuite prenaient le large, et là le chalut les récupérait. Donc finalement, un design plutôt contre-productif. Et donc la question s'est soulevée pour savoir effectivement comment on pourrait imaginer d'autres solutions. Et donc un autre design est apparu, un design euh, euh, à la fois très simple et un design d'objet que moi j'ai eu la chance de pouvoir enquêter en Tunisie, au large de Sfax. Au large de Sfax, justement, bah, les chaluts, au moment où j'enquêtais, il y avait ce boom de la restauration asiatique, japonaise, les sushis un peu partout dans le monde. Et justement, bah, l'activité des chaluts avait augmenté d'une manière impressionnante. Et donc, les chaluts pêchaient au large de Sfax, en Tunisie. Les paysans, les pêcheurs du coin avaient trouvé cette astuce inspirée de certaines boîtes de conseils. Alors, je n'arrive pas encore à savoir si la boîte de conseils qui aujourd'hui design ce carré-là, qui est ici à gauche, et qui le vend 600 euros, donc c'est une boîte en béton avec des pics comme ça pour déchirer justement les filets du chalut. Ou qu'est-ce qui a inspiré l'autre, je n'arrive pas à le savoir encore. Mais en tout cas, les pêcheurs avaient trouvé cette astuce de créer dans des énormes tonneaux, enfin des tonneaux récupérés de produits hydrocarburifères, et ils ont coulé du béton dedans avec des pics comme du béton armé, quoi, en fait. Et donc, ils balançaient ces gros pavés de béton au fond de la mer, ce qui faisait que bah, les chaluts étaient tout simplement arrachés. Et ça permettait aux pêcheurs de pouvoir continuer à vivre de la pêche au large des côtes tunisiennes. Donc là, on a un exemple de deux types de réactions du design face à une situation où le but a été vraiment de disloquer ces chaînes d'humains et de non-humains, justement. La première a pour ambition de reconnecter en fait l'être humain à la nature, hein, de protéger. C'est une dynamique de protection intéressante, bienveillante, c'est vraiment le paradigme de la soutenabilité et voilà, des astuces que l'on peut trouver pour sauvegarder, le paradigme de la sauvegarde. Et l'autre, c'est un paradigme un peu plus radical où on va vraiment s'opposer et créer des dislocations dans le système d'exploitation et d'extractivisme qui pourra y avoir. Pour synthétiser avec l'aide de cet exemple, on peut imaginer comme ça un design de frein qui permet de déscalariser les réseaux, c'est-à-dire passer d'échelles qui sont invraisemblables, qui sont presque à l'infini, avec des niveaux d'irréversibilité qui sont énormes, et passer à des réseaux beaucoup plus fermés, beaucoup plus disloqués, justement. Et donc, le design de ces freins est peut-être un terrain essentiel pour le design en temps anthropocène et qui pourrait être à la hauteur des enjeux. Alors bien évidemment, il y en a plein d'autres
ce type de reverse design, de design de la fermeture. Et souvent, ils vont passer par le droit, par le design d'un certain protectionnisme, bien évidemment, avec une faute ici, je crois. Des nouvelles formes également d'organisation industrielle adaptées à l'anthropocène, une ingénierie de la fermeture, etc., etc. D'autres exemples sont justement intéressants à suivre là-dedans. Il y a aujourd'hui une industrie assez importante hein, de l'ingénierie de la fermeture, sauf que c'est une ingénierie de la fermeture qui est relativement relayée à des marginalités assez situées, hein. On connaît l'industrie du désamiantage, on connaît l'industrie de la dépollution, mais il y a un certain nombre de secteurs qui sont quand même engagés frontalement sur ces questions-là. À titre d'exemple, pourquoi c'est un vrai secteur d'intervention pour designers, ingénieurs, managers pour les prochaines années? Il faut savoir que par exemple dans l'Alberta, vous avez cette image-là d'un puits de pétrole dans l'Alberta. Il y a des milliers de puits de ce type-là, donc c'est des micro-puits qui exploitent un peu ce qui est possible d'exploiter vraiment. Vous savez, c'est des micro-poches comme ça qu'on va exploiter. Et une étude qui avait été faite qui évaluait à 2 800 ans le temps de nettoyage de ces puits. On a ici des travaux de démantèlement d'usines, de centrales nucléaires, pardon, ou voilà, tout simplement des activités de désamiantage. Et ce sont des activités qui sont passionnantes parce qu'elles préfigurent en fait la fonction du design et de l'ingénierie, à mon sens, dans les prochaines années, qui est voilà, une ingénierie du démantèlement, de la décommission, du désassemblage, de la dépollution, bien évidemment, vraiment l'ingénierie de la fermeture. Et c'est une ingénierie très particulière, avec des protocoles très particuliers, et, euh, et qui a toujours comme visée une visée écologique, en fait, et une ingénierie très voilà, orientée vers des enjeux de santé, de précaution. C'est une ingénierie très sacrificielle, bien évidemment, mais ça peut donner un avant-goût de la fonction du designer, qui est une sorte de nettoyeur, finalement, de nettoyeur après la catastrophe, et qui prend à bras le corps ces enjeux pour les faire siens, quoi. Euh, Vous pouvez lire l'article à ce propos-là de notre collègue Philippe Gauthier, qui est justement au Québec et qui connaît bien ces questions-là. Vous avez également d'autres expériences, mais foncièrement capitalistes, qui parlent de redirection, de désinvestissement en l'occurrence. En fait, quand on explore cette question de l'ingénierie de la fermeture, de, de- du, du démantèlement, du démembrement du capitalisme, on va trouver des pépites comme par exemple ce rapport que je vous conseille de voir, qui est le rapport annuel, hein, annuel ou biannuel, ou tous les 2 ans, pardon, fait par Ernst Young, donc ce fameux cabinet d'audit, dans lequel bah, il va y avoir tout un champ d'audit, d'analyse, euh, d'exploration sur la question du désinvestissement. Alors bien évidemment pour des raisons qui ne sont pas du tout écologiques, mais c'est un enjeu fondamental des organisations. Les organisations ferment des projets régulièrement, donc il y a une ingénierie de la fermeture qui est intéressante. Alors je peux vous lire juste un petit peu ces quelques éléments qui sont assez fascinants. Euh, la, la stratégie de désinvestissement, on peut vous aider, dit Ernest Young, à développer une stratégie de la séparation, un roadmap qui permet de fermer des choses, de pouvoir justement savoir qu'est-ce que l'on va faire de ces équipes, de ces, euh, de ces, euh, de ces enjeux de régulation, qu'est-ce qu'il faut maintenir, etc., etc. Donc le niveau de technicité et de réflexion est avancé au sein même des structures capitalistes, mais pour des raisons qui, encore une fois, qui ne sont pas écologistes, mais qui montrent bien que l'enjeu, il est là, en fait. L'enjeu, il est technique. Comment je ferme certains projets, ou en tout cas la grande partie des projets, incompatibles avec le diagnostic anthropocénique. Euh, voilà, je vous laisse lire le support qui est vraiment intéressant là-dessus. Un autre exemple, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis. C'est un concept
vous avez beaucoup de concepts dans Closing Word qui renvoient à ce D, à ce mot, cette particule sémantique, le décommissioning, désassemblage, désinnovation, désincubation, dislocation, etc. Et donc, il y a un statut très intéressant qui est utilisé par pas mal de secteurs aux États-Unis, qui est le decommissioning, qui est en fait finalement un art de transformer le statut d'une infrastructure, parce que bien souvent, ce qui pose problème avant tout, c'est comment on va transformer le statut, notamment juridique, mais pas que. Bon, ça peut être un statut patrimonial, ça peut être un statut culturel, ça peut être un statut gouvernemental, etc. Et qui va changer en fait la caractéristique, les attributs d'une infrastructure, et donc qui va en fait ouvrir la possibilité à ce que le réseau d'humains et de non-humains qui soutient cette infrastructure puisse être redirigé et réorienté sur d'autres choses qui soient compatibles avec des valeurs ou des normes politiques qui soient différents à ceux du capitalisme classique, quoi. Et donc l'exemple le plus concret, c'est comment on va décommissionner aux États-Unis des autoroutes, des routes historiques, etc., et les ramener à d'autres statuts. Alors bien évidemment, cela est en lien, je vous conseille d'aller voir les travaux notamment de Sylvia Fredrickson, mais plus largement de la Cité du Design, qui a pas mal travaillé sur les questions de design des instances, comment le design appliqué à des transformations de statut de certaines choses, de statut par exemple de friche industrielle, de statut de commun, etc., à travers notamment des logiques d'occupation, occupation d'un espace, occupation d'un territoire, transformation de la manière dont les publics sont concernés par une affaire, et ensuite transformation qui va induire des bouleversements potentiels dans le droit, et ce qui va engendrer des bifurcations qui peuvent être écologiques ou sociales ou politiques, peu importe. Donc là, je pense que dans le design des instances, il y a des choses très intéressantes à explorer sur cette manière de décommissionner ou de transformer le statut d'une infrastructure le statut d'une infrastructure en vue de sa décroissance, en vue de sa mise en sommeil. Donc je parlais d'un deuxième type d'exercice, je vais un petit peu plus vite, c'est le design de protocole de renoncement. L'idée de partir de ce diagnostic dont Alexandre a déjà, je pense, tiré un certain nombre de fils, qui est tout simplement la fin du développement durable. Euh, le développement durable est un récit qui a essayé de rendre compatible la logique de développement économique, de croissance, justement de production de nouvelles infrastructures, de nouvelles choses qui viennent s'ajouter les unes aux autres dans une technosphère devenue gigantesque, et les rendre compatibles donc avec une certaine durabilité, une certaine soutenabilité, euh, un peu dans l'idée, encore une fois, que ce n'est pas forcément le modèle dans son ensemble qui est mauvais, c'est essentiellement les moyens qui sont pas terribles, qui sont un peu polluants, qui sont un peu... Et donc, il y a aujourd'hui une évidence assez claire hein, d'un point de vue scientifique pour démontrer que le développement durable, les hypothèses sous-jacentes au développement durable sont mises complètement en branle. Et ça avait déjà été dit par plusieurs auteurs, mais là, il y a une surpreuve, on va dire, scientifique, et qui amène tout simplement à se débarrasser, à arrêter de parler de développement durable, à en fait abandonner ce concept. Je vous renvoie ici, parce que sinon ça prendrait trop de temps, à une conférence qui est sur YouTube qu'on a faite avec Alexandre. Il y en a deux, mais en tout cas, vous pouvez les trouver aisément, où on va un petit peu aller petit à petit décortiquer toutes ces hypothèses qui font croire que le développement durable est possible. Notamment que les sources d'énergie vont finir par se substituer. Ça, c'est problématique comme hypothèse, que les économies énergétiques vont être plus importantes que la hausse de la demande énergétique. Là, c'est toutes les questions liées à l'effet rebond. Pas mal de ressources qui sont sur le net, je vous recommande d'aller les voir. Que les externalités positives peuvent compenser les externalités négatives. Là, c'est faux parce qu'effectivement,
en termes économiques, ça peut avoir un sens dans un imaginaire, mais qui n'est pas celui de l'écologie, qui n'est pas celui des sciences du vivant. Et enfin, il suffit de changer le paradigme productif. Et là, il y a des problèmes de synchronicité, d'échelle de temps. Peut-être qu'Alexandre en aura parlé un petit peu dans sa partie quand atterrir notamment. Et donc tout ça amène à abandonner le développement durable et migrer vers un concept de transition anthropocénique. Et donc dans cette transition anthropocénique, il est évident que on ne peut pas maintenir toutes les choses du monde et qu'il va falloir mettre en place euh, des, euh, des arbitrages. Et la question devient justement une question centrale que nous on a essayé de résumer à travers le concept de protocole de renoncement, où la question devient double, ce à quoi nous tenons, ce à quoi nous sommes prêts à renoncer, qui sont deux questions qui se tiennent solidairement, où l'objectif est d'essayer d'utiliser une nouvelle forme de mobilisation politique qui peuvent avoir plusieurs formes. Il y a la proposition de Bruno Latour dont je vais parler juste après, mais il y a aussi les formes en termes d'assemblée constituante, les formes légales, les formes de communs. Les communs sont beaucoup aussi impliqués dans ces questions de quels sont les protocoles de décision en termes d'arbitrage écologique que l'on peut faire. Et bien évidemment, le but, c'est d'essayer de comprendre ces protocoles de renoncement. Alors on peut le voir comme une science du renoncement, comme une science ingénieriale, encore une fois, où on va naviguer dans un système à mille et une contraintes, parce qu'effectivement, il y a des contraintes que je vais lister juste après. Mais ça peut être aussi des questions, ça peut être aussi tout simplement une démarche d'enquête, c'est-à-dire comment des collectifs partout dans le monde mettent en place déjà de manière autonome, de manière décentralisée, plus ou moins à grande échelle, des protocoles de renoncement. Alors bien évidemment, un protocole de renoncement, il n'a de sens que parce qu'il permet de maintenir d'autres choses. Donc la proposition de Latour, par exemple, dernièrement, dans un article, vous pouvez taper Bruno Latour AOC cahier de doléances, ou les questions de Bruno Latour AOC, sur Internet, vous allez trouver le lien très facilement. Et lui, il pose quelques questions qui sont d'actualité. Question 1, quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas? Question 2, décrivez à pourquoi cette activité vous apparaît nuisible, superflue, en quoi sa disparition rendrait d'autres activités que vous favorisez plus faciles, plus cohérentes, etc., etc. Donc des questions qui vraiment mettent un petit peu en action euh, les décisions collectives démocratiques pour essayer de penser le monde d'après coronavirus et donc le monde de l'atterrissage. Et donc effectivement, on peut imaginer cette option-là, mais il y en a plusieurs autres. Et en l'occurrence, ce que l'on voit nous, c'est que effectivement, ce protocole de renoncement doit être euh, au milieu d'un certain nombre de contraintes. Bien évidemment, la contrainte post-développementiste, c'est-à-dire l'héritage de l'époque coloniale, mais aussi de l'époque du développement. Là, je vous renvoie aux travaux de l'écologie décoloniale latino-américaine. Vous avez Mignolo, vous avez bien évidemment Arturo Escobar, etc., qui ont travaillé pas mal là-dessus. Il y a la contrainte démocratique. Là, je renvoie aux travaux d'Alexandre Monin sur l'exterminisme. Dans quelle mesure, justement, un protocole de renouvellement doit, dans tous les cas, être fait sur la base d'une démocratie, hein, sur la base d'un schéma et d'une exigence inaliénable de démocratie. Il y a la contrainte de l'héritage qu'on peut formaliser à travers cette question, jusqu'à quel point un hôpital public est attaché à Total. Si dans notre protocole de renoncement, on va designer une réflexion politique qui consiste à dire il faut sublimer notre attachement à l'hôpital public, il faut qu'on soit sûr que cet hôpital public n'est pas lui-même attaché à d'autres activités extractivistes, des financements qui ne peuvent, qui, à un moment donné ne pourront pas être là si on décide par exemple d'abandonner Total. Donc là aussi, ça renvoie immédiatement à la contrainte technique du reverse design, c'est-à-dire cette nécessité d'abord de penser les possibilités en termes de dislocation.
les possibilités de détachement une fois qu'on a compris que les choses sont attachées. Parce que le monde de la mondialisation, contrairement à ce qu'une partie de l'écologie considère, pour moi, est un monde où on a favorisé les connexions entre humains et non humains. Et donc là, l'objectif est d'abord partiellement de disloquer, en tout cas dans son versant matériel, financier, logistique, etc. Voilà, donc pour résumer, en fait, l'idée c'est que le design pourrait intervenir ici, non pas dans sa matérialité, design de produits, design de projet, ça peut intervenir dans certaines choses, mais aussi pour penser des manières de concevoir des protocoles collectifs de décision dans le sens de la redirection écologique. Euh, Enfin, je voulais finir avec ça, un exercice cosmologique, comment cesser de faire advenir des mondes, et ça me permettra de conclure. Euh, Tout simplement, il y a un enjeu on a donné deux enjeux, hein. Un premier enjeu qui est celui de techniquement comment désassembler le monde, démondialiser le monde, euh, dé, euh, défaire le monde, détricoter, désinnover, désincuber, etc. Et il y a également le versant des protocoles de renoncement, mais il y a aussi ne pas faire advenir, ne plus faire advenir des choses. Bien évidemment, on parle tout de suite de la 5G, on va parler de la voiture autonome, on va parler de plein d'objets, d'entités non humaines qui sont incompatibles avec les limites planétaires. Et là, ce qui est important, c'est que le design soit vraiment dans une optique de ce que moi j'appellerais une anthropologie de l'innovation, c'est-à-dire une anthropologie comparée de comment des peuples vont avoir des structures cosmologiques, des systèmes de projection, des imaginaires, des manières, des modes d'identification ontologique avec les non-humains, des systèmes de continuité avec le vivant ou de discontinuité, et qui empêchent en fait au collectif de penser que la matrice et la machine du monde est nécessairement dans l'ouverture de monde, dans l'innovation, la fabrication de nouveaux projets, dans la projection, l'idée d'être toujours dans la multiplication de ces futurs. Et là, pour le coup, il faut aller voir la cosmologie des autres peuples qui, eux, s'interdisent de penser systématiquement le monde comme un monde à défaire, puis refaire, puis refaire, puis refaire, puis faire grandir sans aucune limite, etc., etc. Donc là, je vous conseille de lire Histoire de Lynx de Lévi-Strauss qui parle un petit peu de ça à la fin de son livre. Et finalement, par rapport au design, ça oblige le design à penser dans sa réflexivité à la fin de sa propre activité. Comment, imaginez, mais c'est la même chose pour la recherche, hein, c'est pas une critique que je fais au design, mais c'est une critique générale à toutes les disciplines ou toutes les méthodes qui ont des cosmologies justement acosmiques, comme le dit Emmanuel, c'est-à-dire des manières de penser le monde sans limite, ou en tout cas avec des images du globe, de la nature, de la Terre, qui sont pas celles du vivant. Donc voilà, et donc en conclusion, si on pouvait reprendre cette grande question que soulève depuis très longtemps maintenant l'écologie politique, faut-il se reconnecter à la nature ou au non-humain? Moi je pense que non, il faut d'abord, bien sûr que ça c'est absolument essentiel, d'ailleurs je l'ai fait beaucoup dans mes travaux en termes de compréhension des formes ontologiques que permettent aux gens de pouvoir s'associer au non-humain pour provoquer des nouvelles stratégies territoriales, légales, juridiques, politiques, cosmopolitiques, etc. Mais il faut également savoir d'abord disloquer les continuités entre humains et non humains. Et je pense que le Covid-19, le coronavirus, nous montre bien que cette dislocation, elle est essentielle pour maintenant rendre opérationnelles des discontinuités qui permettent d'insérer de la politique à l'intérieur de ces schémas faits d'irréversibilité, faits de trop de continuité, faits d'une optimisation qui dépasse en fait l'actionnabilité de nos actes, quoi. Voilà, merci pour votre attention et j'espère qu'on pourra discuter de tout ça de vive voix. À bientôt!